Saviez-vous que la poudre, le fard et le parfum sont les bases de la culture du paraître sous l'Ancien Régime? Pour faire bonne figure, l'offre de produits cosmétiques est très variée, allant de la pommade pour cheveux à la mouche délicatement posée sur la joue en passant par les gants parfumés. Et que dire de leurs ingrédients parfois douteux, hein? Cela n'empêche pas les coquettes et les coquets aussi d'y avoir recours au péril de leur santé. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, édition bien sûr Maquillage Cynthia, on parle de poudre, de fard et de parfum sous l'Ancien Régime. Ça veut dire du 16e au 18e siècle. Salut tout le monde, c'est Cynthia. Je voulais juste vous faire une petite intro rapide cette semaine, vidéo Bonnie avec Laurent de la chaîne L'Histoire nous le dira, que j'aime beaucoup. Alors c'est un honneur pour moi de le recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. On a aussi fait une collaboration de son côté à lui, donc allez voir ça. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir un petit peu plus l'histoire du maquillage. L'usage des cosmétiques pour mettre en valeur la beauté, pour l'entretenir ou pour en donner l'illusion arrive très tôt dans l'histoire occidentale. Si vous voulez connaître toute l'histoire, vous irez voir, j'ai fait une capsule là-dessus sur ma chaîne à moi. Dans la France d'Ancien Régime, les produits cosmétiques se divisent en trois grandes familles, la poudre, le fard et le parfum. La poudre est le gros vendeur tout au long de cette période. C'est aussi le cosmétique qui va le plus se démocratiser au cours du 18e siècle. À l'aube de la Révolution française, il devient même accessible aux classes sociales moins fortunées qui rêvent d'imiter l'élite. Des influenceurs avant leur temps. La poudre s'applique dans les cheveux principalement. On parle alors d'accommodage. Afin qu'elle adhère bien, on enduit préalablement sur la chevelure ou la perruque une pommade, souvent parfumée. La poudre comprend de l'amidon, de la farine et même du pain réduit en poudre. Ouais, heureusement que les shampoings secs ont évolué, hein? On peut même parfumer à l'iris, à la coriandre, à la fleur de girofle, entre autres. Les poudres dites à la maréchale ou de Chypre sont à la mode. Les cheveux, on les aime blancs, blonds ou gris. Mais les excentriques les préféreront violet, jaune ou même or, comme on l'a vu à la cour de Louis XVI. On estime que 50 à 75% du budget consacré aux cosmétiques par les hommes de la noblesse l'est pour les poudres et pommades pour les cheveux. À la cour, à la campagne ou à la guerre, le noble utilise environ 10 livres de poudre par mois. La poudre est utilisée autant par les femmes que les hommes, les vieillards que les jeunes, même les ecclésiastiques s'y adonnent. Un certain Louis-Sébastien Mercier, auteur du Tableau de Paris, publié dans les années 1780, déplore toute cette farine gaspillée qui pourrait nourrir pas moins de 10 000 infortunés par jour. Pour sa part, le fard est décrit dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert comme une, et je cite, « composition soit de blanc, soit de rouge, dont les femmes et quelques hommes même se servent pour embellir leur teint, imiter les couleurs de la jeunesse ou les réparer par artifice. » Il fait son apparition avec l'arrivée à la cour de France de l'italienne Catherine de Médicis au 16e siècle. Le fard est un enduit plus ou moins épais, sec et couvrant. Il s'utilise de trois façons selon la formule qui sert à fixer la couleur. Soit on procède par le badigeonnage d'un corps gras, comme le blanc de baleine, qui supporte la couleur, soit on l'étend un peu comme une couche de peinture, si le pigment est dissous dans l'eau de rose, par exemple. La préparation serait alors bonifiée avec une gomme quelconque pour la rendre collante et adhérente. Soit encore, on l'étend comme du plâtre, ce qui donne un fini plus léger, mais qui tient beaucoup moins longtemps. Heureusement, le sourire n'est pas encore à la mode. Ça évite de faire craquer le fard. Le fard, c'est littéralement un masque qui rend le visage illisible et impénétrable. Dans un contexte de cours où jeu de pouvoir et maîtrise de ses émotions vont de pair, le fard est un bon allié. Il est composé d'une poudre blanche d'origine végétale ou minérale, talc, amidon, borax ou marbre, entre autres. Dès le 16e siècle, les poudres métalliques ont la cote, comme le mercure, aussi appelé vif argent, ou le bismuth, appelé autrement étain de glace. Le marketing des cosmétiques existe déjà avec des noms aussi poétiques. Mais c'est la céruse, du carbonate de plomb, qui est la plus populaire tout au long de l'Ancien Régime. Son usage remonte à l'Antiquité. Contrairement au mercure et au bismuth qui demandent des manipulations spécialisées, la céruse se vend prête à l'emploi sous forme de pains pyramidaux chez les apothicaires et les épiciers. Elle est facilement accessible. Il ne reste qu'à la réduire en poudre chez soi et à mélanger le tout avec de l'huile ou du vinaigre. Le résultat est aussi plus intéressant selon les utilisateurs. Un plus beau blanc qui couvre bien
et tiens bien. Aïe, ça brûle pour vrai. Mettez pas de vinaigre sur votre peau, gang. Aussi, on lui reconnaît une double action, celle de couvrir les imperfections et celle de ronger, d'éroder et de faire disparaître ces mêmes imperfections de la peau en les brûlant. Le pouvoir caustique de la céruse servait autant de cosmétique que de soins de la peau. Discutable aujourd'hui selon nos standards, bien sûr. Contrairement au fard qui est visible, le parfum, lui, est invisible. L'utilisation du parfum est marginale avant les croisades au Moyen Âge. C'est vraiment avec le retour des croisés et le contact avec l'Orient dès le 12e siècle que l'utilisation se répand. La technique de la distillation développée dans le monde arabe y est pour beaucoup. On aime d'abord les senteurs puissantes de musc et d'ambre au 16e et 17e siècle pour ensuite privilégier des bouquets d'odeurs plus subtils au 18e siècle. L'eau de la reine de Hongrie, commercialisée depuis le 14e siècle, est très populaire. L'eau de Cologne, qui fait son apparition en 1709, connaîtra son apogée d'adeptes dont Louis XV et Louis XVI. Salut gang, c'est Marie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon nouveau parfum préféré. Louis, il dit genre tout le temps que je sens super bonne quand je le porte. Qui dit parfum dit parfumeur. La fabrication des parfums est sous le monopole de la Corporation des Gantiers Parfumeurs. On les incorpore dans les poudres, les fards et les mouches principalement. On les retrouve aussi dans les vinaigres, les eaux et les laits cosmétiques. Les parfumeurs ont aussi le monopole de la fabrication de la poudre parfumée pour les cheveux, au jasmin, à la fleur d'oranger, à la lavande et à la giroflée, entre autres. Les parfums ne servent pas uniquement à parfumer le corps comme on le fait aujourd'hui. Les vêtements, les gants, les coussins et les intérieurs y passent aussi. Sans compter que le parfum peut aussi être brûlé, inhalé sous forme de vapeur et même absorbé par voie interne. Genre, si vous voulez l'essayer, j'ai mon code promo Toilette15 qui est disponible seulement jusqu'à vendredi. Vous avez 15% puis la livraison gratuite. En matière de cosmétiques, 3 couleurs dominent sous l'Ancien Régime: le blanc, le rouge et le noir. Le blanc, dont on se couvre entièrement le visage, il sert à se parer de vertu et de pureté. La couleur blanche est liée à une moralité irréprochable, une supériorité sociale généralement associée à la noblesse. Le blanc provient notamment de la céruse de plomb dont on a parlé. Le blanc, c'est aussi le recours à des techniques de blanchiment de la peau grâce à l'application d'ingrédients parfois nocifs pour la santé, comme les eaux sans pareil et les laits virginaux. La bonne hygiène, finalement, est elle aussi liée au blanc. Le rouge, pour sa part, sert à accentuer violemment le contraste avec le blanc. Il provient d'ocre, de mercure, de cochenille, de bois de santal, entre autres. Et en matière de ton, il y a beaucoup de variété et d'intensité. Ça va du léger rose en passant par l'orange, le rouge vif et le violet. Le rouge se décline en poudre, en pommade ou en liquide qui seront appliqués sur les joues, principalement les lèvres, et sur la peau du visage. On retrouve d'ailleurs davantage de rouge à appliquer sur les joues, ce que nous confirme l'encyclopédie. Et je cite, que les femmes du monde mettent sur leurs joues par mode ou par nécessité. Pourquoi cela? Le rouge est contre-indiqué si les dents sont en piètre état, ce qui est souvent le cas, et que la bouche laisse échapper une odeur malodorante. On ne veut surtout pas les mettre en valeur. L'usage du sucre et du tabac est très répandu chez la noblesse française, ce qui a des conséquences sur la dentition. Pour tenter de contrer cette situation, vers 1740, les soins bucco-dentaires font leur apparition avec des rince-bouches et des poudres nettoyantes et blanchissantes pour les dents. Par ailleurs, le sourire, contrairement aujourd'hui, n'est pas à la mode. Ce n'est que par les yeux miroirs de l'âme que l'on communique. Et quoi de mieux que le noir pour mettre en valeur le regard? Les yeux, les sourcils et même les cils. Le noir est composé d'oxyde de plomb. Et que dire des mouches? Elles servent principalement à accentuer la blancheur et l'éclat de la peau, certes, mais aussi à en masquer les imperfections. Elles sont généralement confectionnées avec de petits morceaux de soie, velours ou encore de satin noir, que l'on conserve précieusement dans une boîte. Elles ont la forme d'un cœur ou d'un simple cercle, d'un ovale et même en forme de croissant. L'endroit où la mouche est déposée ou collée sur le visage en disait long sur les dispositions de son propriétaire et attirait immanquablement le regard. Et puis parfois, on ajoute aussi une 4e couleur, une touche de bleu. On s'en sert pour dessiner les veines au cou, aux bras et aux tempes.
toujours dans l'objectif de mettre en évidence la blancheur de la peau, mais aussi en référence au statut noble qui se démarque, dit-on, par son sang bleu, comme tout le monde le sait. Et que dire de la toxicité des ingrédients qui composent les produits? Wow, minute là! T'as pas regardé mon documentaire derrière les cosmétiques? Oui, mais dans le temps, Cynthia, il n'y en avait pas de réglementation. Ouais, c'est vrai. Au 16e et 17e siècle, on a beaucoup recours aux substances métalliques et minérales, dont le plomb, le mercure, le vitriol. Et un peu de vitriol? Non! Oui, le vitriol. Et malgré les noms charmants qu'on leur donne, comme vif argent ou vinaigre de Saturne, inutile de vous dire que les effets de telles potions peuvent être mortels, ou à tout le moins très dommageables pour la peau et pour la santé, tellement que l'on poursuit l'utilisation des cosmétiques pour cacher les imperfections causées par ces mêmes produits cosmétiques. Les impacts se font sentir jusqu'aux gencives. Il est fort probable que l'utilisation de certains produits ait entraîné le déchaussement et la perte des dents de manière précoce. La santé oculaire et la santé pulmonaire sont possiblement affectées aussi par ces produits toxiques. C'est intéressant de constater que dès la fin du 16e siècle et au cours des 17e et 18e siècles, il y a des mentions concernant la céruse, comme quoi ça serait un poison dangereux dans des manuels scientifiques. Les effets secondaires sont bien connus et documentés, mais ça n'empêche pas son utilisation. En fait, on a longtemps cru que c'était la craie utilisée pour couper la céruse qui, elle, était nocive. Avec les Lumières, l'humanisme ambiant et la montée de l'individualisme, on tente davantage d'imiter la nature. Les recettes proposées misent bientôt sur des substances végétales et sur l'eau, qui fait son grand retour. Par ailleurs, les avancées scientifiques et médicales permettent lentement mais sûrement d'identifier la toxicité de certains produits et d'en condamner l'usage, notamment les dérivés de plomb et de mercure. On commence à recenser des données scientifiques et l'on fait des liens de cause à effet. Les préoccupations grandissantes pour la santé publique dans les années 1760 en France et la diffusion de connaissances médicales permettront de mettre au banc de ces produits dangereux. Enfin! Trop tard pour moi! Le fameux adage « il faut souffrir pour être beau ou belle » prend tout son sens sous l'Ancien Régime. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like et la partager. Merci à Geneviève C. Bergeron qui a rédigé cette vidéo et qui a fait un travail remarquable. Merci aussi à Laurent pour sa collaboration spéciale. Ah ben ça me fait plaisir. Allez, à la prochaine! Bye tout le monde! Postscriptum! Utilisez pas de céreuse la gang, ok? Ciao!